Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre donc, du Forum social européen sur les migrations, premier forum européen sur les migrations. Comme vous le savez, ce forum a pour but surtout d'échanger, de mélanger aussi les différents acteurs, que ce soit les acteurs qui sont plus sur le terrain, les personnes qui sont directement concernées, notamment par les politiques migratoires, mais aussi les académiques. L'idée de ces forums donc, est vraiment sur l'échange d'expériences, d'expertise, mais c'est aussi sur base de cette expérience et cette expertise et ce vécu de construire des alternatives, et notamment des alternatives au modèle dominant qui, pour nous, évidemment, ne répond pas du tout aux défis, aux enjeux, notamment des droits des personnes migrantes actuellement. Et enfin, l'idée aussi du Forum social européen, c'est en plus de l'échange, de la construction d'alternatives, c'est vraiment cette idée de convergence des luttes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de migration, mais l'idée dans le forum, évidemment, c'est surtout les droits des personnes, peu importe, je dirais, leur profil et leur statut, et surtout aussi une lutte vraiment contre les inégalités, qu'elles soient de toutes sortes. C'est vrai qu'ici, on va beaucoup parler de logement, de mobilité, d'accès aussi au droit de vivre en famille, etc. Mais le Forum social migration, le Forum social mondial est vraiment un ensemble d'échanges qui compte, en tout cas, lutter contre les inégalités et mettre des alternatives en place pour cela. Alors aujourd'hui, c'est un webinaire donc, qui s'inscrit dans les activités autogérées de ce Forum social européen sur les migrations. Il vous est proposé par la délégation belge, francophone et néerlandophone. La Belgique étant ce qu'elle est, on a 3 langues nationales et c'est vraiment une délégation au niveau national que vous trouverez aujourd'hui ici. Alors, elle n'est pas représentative de l'ensemble de la diversité des associations belges qui sont actives de près ou de loin sur la thématique de la migration et de la justice migratoire. Mais en tout cas, cette délégation aujourd'hui, elle est surtout portée par des coupoles, des plateformes d'associations de solidarité internationale. Par exemple, voilà, moi, je suis issue du CNCD 11-11-11, qui est une plateforme d'associations de la solidarité internationale qui sont actifs, en effet, sur la justice migratoire, mais pas seulement, également sur la justice climatique, le commerce équitable, mais également la justice fiscale et d'autres thématiques. Mais donc, dans cette délégation belge, nous trouvons des coupoles, des plateformes, mais également des syndicats qui sont aussi assez actifs au niveau belge et des associations telles que le mouvement ouvrier chrétien ou SB Oversea, qui sont aussi des associations qui viennent directement en aide et qui agissent avec et pour des publics parfois un petit peu plus démunis. Aujourd'hui, on a décidé en fait de travailler sur l'accueil solidaire, parce qu'un constat qui a été fait, en tout cas au niveau belge, c'est que beaucoup d'initiatives ont été prises au niveau local avec les personnes migrantes qui étaient notamment en séjour irrégulier, que ce soit les personnes dites en transit ou en tout cas les personnes sans papier. Il y avait une telle défaillance au niveau des structures étatiques et politiques au niveau national que c'est bien souvent les citoyens et les citoyennes qui ont dû prendre le relais face à cette situation totalement inhumaine auxquelles elles faisaient face. Et donc, ces projets ont un petit peu éclos à gauche, à droite, et on sait qu'ils ont aussi éclos au niveau d'autres pays européens. Et notre objectif aujourd'hui, c'était vraiment de voir un petit peu la multiplicité, en tout cas, de ces projets qui ont émergé face, je disais, la défaillance notamment au niveau national, et de voir ensemble comment ces expériences qui sont positives, qui sont constructives, pourraient en fait s'insérer vraiment dans un rapport de force pour faire un peu plier et changer les politiques au niveau national, parce que c'est souvent là que les choses bloquent. Et on aurait voulu justement échanger sur ce sujet. Et pour ça, on a essayé de prendre voilà, 4 pays qui étaient un peu représentatifs, mais il y en a bien d'autres au niveau européen, qui étaient prêts en tout cas à nous faire part de leur expérience. On passera de l'Italie à la France, au Portugal, on passera aussi à la Belgique et aux Pays-Bas. Et ensemble, on va essayer de voir, par cet échange d'expériences, comment on pourrait vraiment installer un rapport de force beaucoup plus conséquent pour que nos politiques nationales, voire européennes, s'en inspirent et en tout cas changent l'orientation dans laquelle elles sont pour le moment. Nous allons passer à la première intervention, le premier duo. Donc le premier duo, en fait, nous emmène en Italie,
nous allons avoir Maurizio Coppola et Serena Talarico qui vont en fait nous faire part de leur expérience. Alors, Serena est docteure en psychologie transculturelle à l'Université de Paris, et elle est anthropologue de la santé et surtout chef du projet Amala. Amala est un laboratoire textile, écologique et social qui vise en tout cas l'insertion professionnelle des femmes réfugiées, tout en contribuant au développement local et à la sauvegarde des savoirs textiles anciens calabrés. Amala est un projet d'Eurocop Servizi, je n'ai pas l'accent, qui est une coopérative qui, depuis 2011, en fait, a créé un vaste projet d'accueil à Camini, qui est en Calabre, en Italie. Et Serena nous expliquera en tout cas les bienfaits de ce projet. Maurizio, lui, travaille comme interprète et traducteur, et il milite dans le mouvement des migrants et des réfugiés de Naples, et il fait aussi partie de Potere El Popolo. Je vous laisse la parole à vous deux, Maurizio ou Serena, je ne sais pas comment vous vous êtes arrangés. Serena, honneur aux femmes. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation premièrement. Et c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir participer ici, de présenter un peu la situation italienne. Bien sûr, c'est très compliqué de faire un cadre de la totalité juridique et politique en Italie. C'est très complexe et je n'entrerai pas en matière de ça parce que je pense que ça peut sortir un peu de la discussion, mais aussi des exemples que nous, on amène en fait, Serena et moi, de ce qu'on fait. Ce que, je pense que tu ne l'as pas dit dans la présentation, moi je suis à Naples, le mouvement des migrants et des réfugiés s'est basé à Naples, c'est la 3e ville de l'Italie, avec, si on regarde les indicateurs statistiques sociaux, c'est vraiment une des villes les plus précarisées, les plus pauvres, les plus problématiques pour ce qui concerne le travail, etc. Et ce n'est pas seulement pour les migrants, mais c'est pour la population toute. Donc, c'est aussi comparé à d'autres villes d'Europe, c'est vraiment une ville très particulière en ce qui concerne les conditions sociales et conditions de vie. Donc, si on réfléchit et si on pense à ce qu'on fait en tant que mouvement des migrants et des réfugiés, si on pense aux interventions sociales et politiques qu'on a en tant qu'organisation politique, il faut toujours maintenir en tête qu'il y a une condition très spécifique avec laquelle on doit se confronter. Donc, la question de départ, c'est comment en fait réfléchir du local au national en fait pour un système migratoire, un système d'accueil alternatif au système dominant. Je vous amène l'exemple très concret de l'ex-OPG Esopazzo, qui est un centre social qui a été occupé en 2016 en fait. Non, 2015, pardon. C'était une ancienne prison psychiatrique abandonnée en 2008 dans le centre de Naples, dans un quartier très populaire. C'est resté vide pendant des années, pendant 8 ans. Il y a un collectif politique auquel je fais partie, qui s'appelle Ex-OPG Esopazzo aujourd'hui, en fait, a occupé cet endroit pour restituer l'endroit qui sont 12 000 mètres carrés, en fait, à la population toute dans le quartier, ce quartier très populaire de Naples. Donc, à partir de 2015, on commence à développer des activités sociales et entre autres aussi des activités en soutien de migrants et des migrantes parce qu'en fait, il y a eu, et ça c'est important à comprendre, ce n'était pas seulement une idée politique de nous d'offrir des services et des soutiens aux migrants, mais c'était quelque chose qui est vraiment aussi a été poussé par les migrants mêmes. C'était un groupe de Maliens dans un centre d'accueil qui avait des problèmes très graves dans ce centre d'accueil. Il ne faut pas oublier, ça c'est une parenthèse, que les centres d'accueil en Naples et en toute Italie, c'est en fait organisé par des coopératives, et surtout dans le sud du pays, c'est des coopératives qui appartiennent à des organisations mafieuses, dans le sens qu'ils essayent, avec des méthodes entre guillemets criminelles, d'en profiter, en fait, de tirer du profit de l'argent qu'ils reçoivent du public, de l'État, donc sur le dos des migrants, en coupant en fait les droits fondamentaux des migrants.
Donc, ces Maliens sont venus, ils ont dit on a des problèmes, on a commencé une mobilisation, mais on a commencé surtout aussi avec un soutien très précis. Donc, aujourd'hui, après 5 ans d'expérience, on intervient plus ou moins sur 4 niveaux pour ce qui concerne les migrants. Premièrement, c'est un soutien juridique pour les demandes d'asile. En fait, les centres d'accueil, normalement, ils doivent aussi offrir un soutien juridique pour faire les demandes, pour accompagner les réfugiés dans cette procédure. Et on voit que en fait, cette organisation qui gère en fait, les centres d'accueil ne garantissent pas à tout le monde l'accès à un soutien juridique. Donc, nous, on est intervenu à ce niveau-là avec des avocats, avec des teams, des groupes d'avocats et de militants sociaux et politiques pour offrir ça. On a un guichet, entre guillemets, ouvert chaque semaine. On accompagne plus ou moins 70 personnes réfugiées par semaine dans l'élaboration du dossier pour faire la demande d'asile. Et ça, c'est une des interventions plus importantes. Deuxième intervention, c'est au niveau plutôt du travail, parce qu'on voit même, et vous les connaissez très bien aussi dans d'autres pays d'Europe, même s'ils sont papiers, même si les migrants n'ont pas droit au travail, il y a des secteurs économiques qui font toujours référence à la main-d'œuvre sans papier, juste pour pousser les salaires, pour faire pression sur le salaire, pour faire pression sur les conditions de travail. Et donc, il y a tout un élément aussi lié au travail duquel ils ont, d'une manière ou l'autre, besoin de soutien. Donc, ce n'est pas seulement les syndicats qui interviennent à ce niveau-là, mais aussi nous, en tant qu'organisation sociale avec des juristes, etc. Un troisième élément, c'est on a aussi entre guillemets, une clinique médicale. En fait, avec des médecins de la ville de Naples, on organise aussi des permanences pour des spécifiques problèmes médicaux. Et là aussi, même que normalement les centres d'accueil doivent offrir et doivent garantir aussi l'accès à la santé publique, il y a beaucoup de fois que ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de médecin qui passe par le centre d'accueil, etc. Donc, nous, on a aussi ce service-là qu'on offre aux réfugiés. Troisième chose, cours de langue d'italien, la langue d'italien, italien, parce qu'on pense aussi que la question de la langue, c'est fondamental pour l'autodétermination aussi des réfugiés, des sans-papiers, des migrants en général, parce qu'avec la capacité linguistique, on peut aussi revendiquer des droits, on peut aussi lutter pour des droits, on peut formuler ce qu'on veut. Donc, à ce niveau-là, on a une intervention très, très spécifique en partant des besoins immédiats des migrants et des réfugiés, là où les institutions publiques, en fait, ne donnent pas de réponse ou ça manque de réponse des institutions publiques. Donc ça, c'est un premier niveau d'intervention que nous, on fait. Mais ce niveau-là, en fait, on l'appelle mutualisme. Ce que nous, on appelle mutualisme, en fait, c'est une manière, un instrument d'aide réciproque entre militants politiques et sociaux et les réfugiés, les migrants, mais qui ne constitue qu'une base matérielle pour une mobilisation politique. Donc, ce soutien que nous, on donne, c'est aussi une manière pour construire en fait un mouvement social, un mouvement politique de migrants et des réfugiés. Et ça, c'est un deuxième élément que moi, j'aimerais bien vous présenter. En fait, le mouvement de migrants et de réfugiés de Naples, c'est un mouvement social, un mouvement comme on le définisse peut-être dans la littérature scientifique, sociologique, qui veut créer un pressure group, donc un groupe de personnes avec des intérêts similaires ou pareils, qui essayent de faire pression sur les institutions publiques, sur les responsables politiques pour changer la politique. Donc, pas seulement des petits ajustements de leur situation quotidienne, mais d'avoir vraiment aussi une autre manière d'organiser l'accueil, la migration. Mais ce qui est important, on part toujours des problèmes récoltés pendant ces soutiens juridiques, etc., pour politiser les thèmes.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire ne pas seulement trouver une solution individuelle au problème que le réfugié ou la migrante amène au guichet ou qu'on ouvre, mais en faire une question politique au travers de l'auto-organisation. Cette auto-organisation passe à travers différentes étapes. Donc, une première chose, c'est organiser une assemblée pour informer sur le cadre juridique et les processus politiques généraux. Donc, on fait une forme de formation politique pour les réfugiés et les migrants en disant, par exemple, en 2019, avec l'ancien ministre de l'Interne, Matteo Salvini, de la droite extrême, il y a eu des changements très importants dans l'accueil, dans les politiques migratoires. On a éliminé le permis humanitaire, qui était le permis à travers lequel la majorité des réfugiés trouvaient un permis de séjour qui était convertible en permis de travail et donc à une stabilité, entre guillemets, existentielle sur le territoire italien. Donc, on fait cette moment de... changed. So we inform, we explain the changes, we try through this exchange to find solutions, to mobilize and to intervene at political level. By identifying those central topics, so we try to mobilize and we try to intervene with the local and regional institutions. En fait, que nous, les Italiens, les militants politiques... No se trata de que los italianos informemos a los migrantes, no. Y que no se trata de verles como víctimas que tienen que aprender, no, no. Gracias al proceso de autoorganización, lo que intentamos es poner de relieve los temas políticos, las reivindicaciones que hay que activar. Des changements qui n'étaient pas indifférentes. Par exemple, on est arrivé à fermer des centres d'accueil qui étaient totalement inacceptables dans les conditions dans lesquelles les réfugiés étaient contraints à vivre. On est arrivé aussi à créer des mobilisations qui ont poussé des autorités à éliminer l'obligation de montrer un passeport pour les pays desquels les réfugiés en fait venaient, où il n'y a pas de représentation consulaire sur le territoire italien. Donc, à Naples, on a essayé aussi à faire ça. Donc, il y a différentes nationalités qui n'avaient plus besoin du passeport pour avoir un permis de séjour. Donc, on a, à travers les mobilisations, créé aussi ce changement plus ou moins politique qui, bien sûr, n'est jamais acquis pour la totalité du temps. C'est quelque chose qu'on doit toujours revendiquer, toujours défendre. Et à travers les mobilisations, on arrive à le faire des fois. Des fois, on perd et puis on doit recommencer du début. Donc, il me reste 30 secondes, je pense. Il y a deux éléments donc, que je veux mettre en valeur. Premièrement, au niveau de ce que j'ai nommé le mutualisme, donc l'aide réciproque, comment partir du local au national, on montre à travers le soutien qu'on donne à différents niveaux juridiques, au niveau de la santé, etc., qu'il y a une manière différente, autre, de gérer la question de la migration et de l'accueil. Si nous, en tant qu'organisation sociale et politique petite, on arrive à le faire dans le petit, une autorité publique, un État avec tous les moyens financiers, etc. qu'il y a, il doit aussi être capable. C'est une question de bonne volonté, c'est une question de politique. Deuxièmement, à travers l'auto-organisation, ne plus voir les migrants et les réfugiés en tant que victimes, en tant qu'objets, mais en tant que sujet politique avec des revendications, avec des besoins sociaux, etc. etc. Je m'arrête. Super, merci beaucoup Maurizio. Je te passe directement la parole, Serena. Bonsoir tout le monde. Je suis connectée avec l'Europe, on peut dire, depuis un petit village du fond de la Calabre, du fond de l'Italie, peut-être du fond de l'Europe. Ça, c'est pour vous donner un petit panoramique du lieu dans lequel on est. On est assez loin de Naples et surtout de la réalité de Naples. On est dans des réalités qui sont très communes, par contre, dans tous les pays européens, c'est-à-dire des régions rurales
très dépeuplé, avec une population vieillissante, avec un accès pour les locaux aussi, pour tout le monde, une difficulté d'accès au système sanitaire, aux services publics de base, à l'école, au travail. Donc, c'est une région dans laquelle il y a eu beaucoup de monde qui a dû émigrer dans le reste d'Europe pour pouvoir survivre. Et bon, dans ces petits villages dans lesquels presque une fois par semaine, il y a des bateaux à voile qui arrivent avec des migrantes, qui arrivent sur nos côtes à 4 km de là où on est, dans un village qui était complètement détruit, abandonné. Actuellement, il y a 250 habitantes qui vivent à Camini et 120 réfugiés. On a la réalité en Italie avec plus de proportions entre personnes locaux et réfugiés accueillis. On est ainsi pro-IMI. Vous pouvez trouver, je pense, dans les open source, les systèmes d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés en Italie. Donc, je ne vais pas me délonger sur toutes les pratiques qu'il y a et les changements, comme Maurizio disait, après la montée de l'extrême droite, donc des décrets de Salvini. Mais actuellement, en fait, il y a un système d'accueil, mais la particularité, c'est que l'accueil des migrantes n'est pas fait dans un centre, mais fait dans les centres du village. Des maisons ont été retapées pour pouvoir accueillir les familles. Donc, les personnes qui arrivent sont à l'intérieur des foyers. Donc, ils peuvent au moins vivre pendant une certaine période une vie des foyers, une vie normale, acheter des choses pour soi-même et nous aider, en fait. Parce qu'on peut dire que l'originalité de ces projets, c'est le fait qu'on peut, comment dire, changer complètement les paradigmes qui veut l'immigration comme un problème, l'immigration comme un souci. Ici, l'immigration, c'est une richesse. Pas seulement une richesse pour l'exploitation du travail, mais c'est une richesse d'un point de vue culturel, démographique, et pourquoi pas aussi des droits civils, parce que grâce aussi à ces forts centres d'accueil avec une présence des réfugiés assez importante et une couverture médiatique très importante, on a pu, au niveau de la communauté, de revendiquer tous ensemble des droits qui sont difficiles à obtenir, pas seulement pour les réfugiés, mais pour tout le monde. Donc, les paradigmes inversés, c'est que on souffre ici, dans ces parties rurales d'une région très pauvre, on souffre tous des mêmes manques de droits civils de base. Parce que nous-mêmes, on est obligés à faire 50 km pour pouvoir se soigner, faire 50 km pour pouvoir aller à l'école. Donc, la présence des réfugiés, ça a donné la possibilité d'avoir une force politique majeure. Comment ça s'articule la vie quotidienne, en fait? Les personnes qui arrivent dans les projets d'accueil sont envoyées par les ministères de l'Intérieur italiens et ils ont des projets qui ont la durée de 6 mois, qui peuvent être rénovés éventuellement. Mais du premier moment, ce qui est important, c'est que ces personnes, personne par personne, nom par nom, puissent trouver un rôle à l'intérieur de la communauté. Donc, ça passe pour le travail, ça passe par la reconnaissance des titres d'études, par bien sûr l'étude de la langue italienne, mais surtout par travailler ensemble avec les locaux dans des ateliers pratiques qui ont été créés dans les villages. Des ateliers de menuiserie, des ateliers de textile. Moi, je suis la coordinatrice du projet Amala, qui est particulièrement adressé aux femmes réfugiées. Et encore là, dans ces cas-là, surtout, on voit encore une fois l'inversement des paradoxes. On voit aussi les femmes, en particulier les femmes réfugiées, comme des victimes. Et là, elles sont des artisans, elles sont des créatrices et on les met dans la possibilité de créer avec leurs propres mains et de penser une vie différente et de l'expérimenter. Donc, d'aller dans un lieu de travail, de pouvoir vendre et vivre des produits qu'ils sont en train de créer. Et ça a un impact très important sur le développement local. Parce que les anciennes, par exemple, dans l'atelier Amala, on utilise un ancien métier à tisser qui était presque disparu dans les villages des Camini.
C'était un ancien métier à tisser calabré qui était reconstruit et maintenant ce sont les femmes qui viennent du Sénégal, de la Nigeria, du Syria, qui ont pris les anciennes techniques locaux et qui sont en train de les retransmettre à des jeunes italiennes qui ont perdu ce savoir parce que les grands-parents ne l'ont pas transmis et sont ici pour apprendre. Donc, il y a aussi l'inversement du local, de l'international, même au niveau du produit qu'on crée, on fait un made in Italy, mais qui n'est pas fait par des Italiennes. Et moi, je pense que c'est là vraiment l'enseignement à donner parce que la grande différence que je remarque, surtout aussi au niveau des droits, c'est aussi dans la différence entre les centres urbains, les centres ruraux, et ça dans toute l'Europe. Et en profitant dans un sens positif de l'intelligence des femmes et des hommes qui viennent d'ailleurs, de leurs compétences, de leurs connaissances, de leur joie de vivre aussi, on peut vraiment ensemble échanger, ensemble construire une culture, une communauté multiculturelle différente. Je vous remercie, je laisse de l'espace aux questions si vous avez des questions. Merci beaucoup à vous deux. Franchement, c'était deux expériences dans un même pays, mais deux expériences complètement différentes. Mais on voit vraiment que la ligne rouge, c'est les droits, en fait. C'est l'égalité des droits au niveau des populations qui sont déjà là ou de celles qui viennent d'arriver. L'espace pour les questions, on fera ça après. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions à Serena et à Mouridir dans le chat. Elles seront en tout cas restituées à la fin des interventions. Maintenant, on va passer en France et au Portugal et un peu au Brésil aussi. Et on va passer la parole à Justine et à Paulo. Alors, Justine, elle travaille à l'Organisation pour une citoyenneté universelle et elle est donc justice chrétienne et elle est chargée d'animation dans cette organisation. Elle a participé aussi à l'organisation de différents temps de rencontres entre des mouvements sociaux qui sont surtout axés sur la liberté de circulation. Elle a été active au sein du tribunal permanent des peuples. Ils ont tout l'objectif, c'est de rassembler, échanger au niveau de la mobilité, mais de l'égalité des droits aussi qui tourne autour de la mobilité. Et Paulo Illies, lui aussi travaille à l'Organisation pour une citoyenneté universelle. Il est basé au Portugal, mais il est originaire du Brésil et il va nous raconter aussi qu'il a eu, en tout cas, un parcours qui l'a amené jusqu'au Portugal, un parcours qui n'a pas été toujours évident, notamment avec l'arrivée de Bolsonaro et de ses activités proches auprès de l'opposant de Bolsonaro qui a fait qu'à un moment donné, je pense qu'il a dû quitter le Brésil et est arrivé au Portugal. Et donc, voilà, je vous passe directement la parole. Et l'idée, c'est de nouveau de faire émerger un petit peu les projets positifs qui ont été mis en place par des citoyens et des citoyennes dans vos pays respectifs et de voir comment ces projets toujours peuvent avoir une influence beaucoup plus grande et notamment une dimension nationale. Buenos días. Bueno, voy a hablar Bonjour à tous. porque en español comunicamos con mi compañero Paulo, pero hablo desde Francia. Je vais parler en espagnol parce que c'est en Voy a iniciar espagnol. presentando la Organización para una Ciudadanía Je vais Universal. vous présenter à l'Organisation pour une citoyenneté universelle. La OCU nació en 2011 en un foro social mundial en Dakar. Au Dakar. Desde las ganas, bueno, desde el deseo de varias organizaciones de solidaridad internacional de defender alternativas concretas para caminar hacia ese horizonte de la ciudadanía universal que se entiende como, bueno, cómo defender una base común de derechos para todos y todas, pasando por los derechos políticos, o sea, el derecho de poder participar políticamente donde uno vive. Là où Entonces, nació con organizaciones de solidaridad francesa. Plusieurs organisations françaises. Je lis dans le chat que la traduction ne fonctionne pas. La traduction ne fonctionne pas. Vous ne m'entendez pas en français? Il y a des petits soucis avec la traduction en français. En effet, on n'entend pas très bien.
Vous m'entendez maintenant? C'est coupé systématiquement. Le son n'est pas fluide. Ah, ça, malheureusement. Ah, voilà, là, ça va. Maintenant, ça va mieux? Ça va mieux maintenant si je parle en français? Ok, on va essayer. Oui, 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 vous pouvez continuer. Ok, vous pouvez, oui, oui. Bueno, entonces, pero En el 15 organizamos un coloquio en con 2011, en diferentes 2015, actores y nous avons diferentes organisé actores des de diferentes lugares del mundo sobre esa cuestión de alliances. alianzas. También nos vinculamos movimientos Comment on peut sociales. faire pour s'unir? On entend le français? Je suis désolée, je m'arrête encore parce que j'ai l'impression qu'il y Il y a a des des problèmes, ça se coupe toujours. Malheureusement, là, je ne sais pas si je dois continuer ou pas. je ne sais pas non plus parce qu'en principe, je parle de manière continue. Donc, Cécile? En fait, quand tu parles, j'ai l'impression que la traduction est coupée en français, mais quand tu te tais et que l'interprète parle seul en français, là ça fonctionne. C'est un peu bizarre. ah, ok. Est-ce que peut-être que je peux parler en français? Vous pouvez parler en français, il n'y a pas de souci, c'est comme vous voulez. Mais je n'ai rien changé par rapport à quand je le fais en Bon, espagnol. là, on vous entend Le même parfaitement. micro, c'est le même, tout est la même On me chose. dit que la traduction en espagnol fonctionne, donc peut-être que je vais parler en français. Ok, comme vous voulez. D'accord, essayons comme ça. Je suis désolée. Ah, c'est pas toi. En tout cas, donc voilà, en 2015, l'OCU se réunit avec différents acteurs de différents secteurs et différentes parties du monde et pour penser la question de voilà des alliances. Comment faire vivre ces alternatives et par quelles alliances participe notamment à cette rencontre Damien Carême, maire de Grande-Synthe, et Fernando Haddad, à ce moment-là, donc maire de São Paulo. Participe aussi des universitaires et de là on sort de ce colloque avec l'idée vraiment en tout cas très inspirée par l'exemple de ces alliances locales portées par mouvements sociaux et autorités locales qui tantôt sont des autorités, des territoires rebelles et qui dénoncent l'inaction de l'État et aussi mettent en place des politiques complètement qui apporte une vision complètement alternative du droit de tous et toutes, par exemple avec São Paulo, mais je laisserai Paulo traduire, développer l'exemple de São Paulo puisqu'il en a été un des architectes de cette politique. Mais enfin voilà, à partir de ces exemples, l'OCU vraiment s'oriente sur l'idée de dire voilà, on va s'appuyer mouvements sociaux, on va s'appuyer sur les autorités locales pour défendre localement des alternatives et pour porter un message politique alternatif commun. Et on lance avec l'ANVITA, donc Association nationale des villes et territoires accueillantes en France, l'alliance. In France, we have created the Alliance for a New Migration, not only in France, but also with Sao Paulo in Brazil and other areas in Europe and also in Africa with local authorities pushed by those pressure groups fighting against. Nous, sous un même dans une alliance pour faire connaître nos pratiques alternatives et porter des messages communs. Donc voilà un petit peu pour l'historique. Je suis désolée, très rapide. Je vais passer la parole à Paolo qui va vraiment nous parler depuis l'exemple de São Paulo parce que ça a été vraiment à partir de là que l'OCU a voulu s'engager sur ce projet d'alliance. Et puis ensuite, je parlerai de quelques exemples en France qui ont aidé à faire changer le rapport de force. Alors, peut-être juste on a un petit problème technique au niveau des interprétations. On a perdu une des interprètes qui a disparu, donc je pense qu'on va devoir faire
Ahora sí, ahora escucho. Est-ce que quelqu'un va pouvoir traduire en français? Ok, no, no, no te preocupes, está todo bien. C'est Importante que maintenant, maintenant, je suis ahora, ¿no? La traducción para el francés está bien. Est-ce que la traduction maintenant en français, on l'entend bien? ¿Sí? Oui, Ok. c'est bon. OK, donc Gracias, Cécile, por merci esta invitación. de m'avoir invité. Gracias, Justine. Merci Siempre Justine. para mí es una alegría muy grande C'est un compartir plaisir la pour mesa con moi Justine. Siempre d'échanger compartimos avec Justine. presencialmente, ¿no? En varios foros, pero On hoy a participé, on s'est vu, on s'est allez, Venezuela, pero muy de vue felices porque lors de plusieurs colloques. podemos aportar para un C'est cambio clair que nous apportons notre contribution au en changement relación a las políticas migratorias. concernant les politiques Y es migratoires. justamente esto la misión de la OCU. C'est notre Creo que hay mission una au sein pregunta de muy l'OCDE. importante que se hace cuando hablamos y que Cecil nos ha desafiado también, ¿no? Nous, ¿Cómo hacer con que las buenas prácticas, ¿no? Los buenos ejemplos de políticas de acogida y de integración de inmigrante tenga mayor fuerza que el discurso de odio o mismo las malas políticas en relación a las migraciones. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de una alianza migración y hablamos de experiencias de buenas prácticas, es a estos retos que se busca dar respuestas. Y para mí siempre hablar de São Paulo me alegra mucho porque São Paulo, y yo tuve la oportunidad de ser justamente el coordinador de la política de migración de la ciudad en un gobierno del Partido de los Trabajadores con Fernando Haddad, donde a mi manera de ver, la buena práctica fue justamente haber pensado y construido nous ont menés à construire avec les migrants politique de migratoire basée sur la participation sociale pour garantir les droits de l'homme. Tous les centres d'accueil créés ont été le résultat d'une vision politique plus large. Et je pense que ça, c'est un point très, très important. Pourquoi? Parce que parfois, on fait les choses parce qu'on a des ressources, parce qu'il y a un projet, et à ce moment-là, on va donner des mesures mais qui auront un caractère temporel. Notre Ce que nous voulons, c'est des politiques à long terme construites avec les migrants, des produits qui soient stables, qui fournissent aussi, qui restent sur pied à long terme. Parce que ce sont les gouvernements qui changent, mais les réalités restent les mêmes. Les gouvernements, parfois, ont des points de vue divergents, différents, et parfois, ce qu'ils font, c'est ne pas traiter comme il faut les politiques migratoires. Lors de conversations avec plusieurs villes qui font partie de l'ONU, en 2016 par exemple, nous avons décidé de construire cette alliance, comme Justine le dit. C'était un moment charnière. Après, nous sommes réunis à Paris. Plus de 90 villes de la société civile et des organisations de la société civile se sont unies à nous. Et la recherche de ces acteurs a été fondamentale parce que c'est comme ça qu'on va construire des paradigmes, des modèles alternatifs. Quand nous parlons sur les modèles des migratoires, il ne s'agit pas d'aller à l'encontre de modèles promus par des organisations internationales qui ont des critères parfois un peu douteux. Parfois, il suffit qu'il y ait une ville avec quelque chose ou un problème avec un migrant ou avec une bonne pratique, et alors ça devient un modèle. Non, je pense que c'est un peu court, ça ne va pas assez loin. C'est ça que nous devons, qui doit constituer
la base de nos pensées. Le fait de parler ici des politiques locales nous fait aussi tourner les yeux vers ce qui se passait auparavant. Lors du forum de Sao Paulo, était une chose, et celui du Mexique nous a forcé à aller au-delà et dépasser les politiques de nos propres organisations, toujours à la recherche des alliances et surtout pour travailler avec les gouvernements locaux. Alors maintenant, Justine a la parole, elle peut continuer. Bueno, vuelvo al español y Je vais continuer en espagnol. claro, o sea, la idea de la alianza es realmente L'idée de l'alliance no de dar soluciones perfectas, a pour sino but de pas de trouver valorizar une solution parfaite, todos mais los lugares donde se ha de logrado mettre espacios la lumière sur participación tous ces política espaces où on a de construit de la organizaciones participation migrantes, politique, las l'implication des organizaciones migrants, sociales les y el diálogo organisations con las sociales, le autoridades dialogue locales. avec Creo les que es autorités importante esa locales cuestión que en ese pour localmente y trouver des solutions poner en aux situations vínculos locales. Il s'agissait de mettre en lien les réseaux et les acteurs dans des territoires où cet aspect et ce point sont promus. Ça, c'est l'objectif de notre alliance. Pour ce qui est de la France, je vais vous faire part des expériences et qui ont contribué à changer cette relation de force, qui ont mis de côté la confrontation pour travailler sur le dialogue et pour un changement du modèle. Cette année, par exemple, il y a eu des élections. Très intéressant de voir comment les mouvements sociaux l'élection montre que les candidats parlent d'éducation d'une autre manière. Ils ont peur de l'extrême droite et ils ont décidé d'investir ces espaces pour défendre leur point de vue. Il y aura bientôt des élections dans les départements français et nous allons profiter de l'occasion pour dénoncer toutes ces actions qui vont à l'encontre des qui refusent les droits aux migrants, aux mineurs, etc. S'ils ne sont pas accompagnés par l'État, s'ils ne sont pas des mineurs reconnus par l'État, et nous voulons utiliser et nous servir de ces services publics pour dénoncer et pour parler des différents modèles. La pandémie n'a pas contribué, en effet, on a prêté plus d'attention sur une campagne pour régulariser la situation des sans-papiers en Europe. Pour la première fois, en France, on a ressenti le soutien, une convergence vers ces organisations des migrants et on a mieux compris la participation et le rôle de ces autorités locales pour défendre les associations. Et donc, on a pu soutenir nos revendications avec beaucoup plus de force. Je suis vraiment désolée, mais il y a rien qui change. Je ne fais rien, je fais la même chose en français, en espagnol. Même, je suis vraiment désolée. Cécile, je ne sais pas. Non, on a des petits soucis de traduction en effet vers le français. Je pense que c'est vraiment des soucis techniques. C'est un problème peut-être de qualité de connexion qui fait que le langage de la personne qui traduit est haché régulièrement. Mais je pense que, enfin j'espère en tout cas, que la majorité des personnes ont pu comprendre en jouant sur les canaux parfois anglais, espagnol, voilà, et ont pu comprendre la majorité, en tout cas la richesse de vos propos. Je ne peux... Je suis désolée.
Je vais continuer en français, je crois que c'est peut-être plus simple. Lo siento, Paolo, lo voy a hacer en francés. Mais bon, voilà, je voulais poser l'importance en tout cas de pousser, si localement on parvient à faire pression et créer du lien avec les autorités locales, ça facilite aussi ensuite le soutien des autorités locales à soutenir nos messages politiques et à les porter à une autre échelle. Donc, c'était le cas avec la campagne pour les régularisations où il y a aussi un enjeu d'action. Les autorités locales font face à une action de l'État et donc souvent elles sont contraintes de trouver des solutions alors qu'elles n'ont pas les responsabilités, par exemple en termes de logement. Pousser les autorités locales à faire par exemple des réquisitions, mais tout en sachant qu'elles n'ont pas toutes les compétences pour pouvoir loger de façon digne et pérenne sans l'action et le soutien de l'État, et donc porter des revendications communes pour l'action de l'État, par exemple par le levier juridique. Ça, c'est des pistes qui nous traversent. Et puis, vraiment, encore une fois, je reviens sur ce qui nous tient beaucoup à cœur à l'OCU, alors, comment on revendique la place, la parole des exilés et des organisations de la société civile, quels sont mettre en avant les lieux où cette parole elle est prise en compte, elle est valorisée. Donc, c'est tout le sens de la démarche du label. Je laisserai Paolo revenir sur cette idée d'un label qui essaye de mettre en avant les pratiques où la parole, voilà, il y a des espaces où il y a des espaces de concertation, de co-construction des politiques d'accueil et des politiques locales et des espaces simplement voilà, de participation politique des exilés. Donc, Paolo, je te laisse nous parler du label. Ok, Espérons que maintenant ça marche mieux. Donc, je ne vais pas être long. Là, on aura des questions, du temps pour les questions. Il est très important mettre en évidence que les projets dans le cadre de l'Alliance nous permettent de travailler avec 5 villes, Palermo, Barcelone, Grenoble, Montreux et Lisbonne. Nous avons étudié les modèles des politiques migratoires dans ces villes et on a mis en exergue plusieurs pratiques. Il s'agit de construire tous ensemble un label et donner plus de visibilité aux bonnes pratiques pour pouvoir après les utiliser avec un effet multiplicateur et qu'elles soient implémentées dans d'autres endroits. Nous avons donc proposé 3 piliers fondamentaux pour obtenir ce label. Le premier, avoir une vision de la migration basée sur l'aspect interculturel, pour qu'on puisse reconnaître pleinement les droits des migrants. Le deuxième, c'est de promouvoir l'accès universel aux droits grâce à une collaboration transversale, c'est-à-dire en impliquant les différents secteurs d'un territoire dans un but de durabilité, de construire des politiques qui soient à plus long terme, pérennes, d'État, politique d'État et pas de gouvernement, tout simplement. Et le troisième est encourager la participation politique et l'exercice de la citoyenneté des résidents migrants. Pour cela, nous avons analysé différents modèles des politiques de participation. Par exemple, les conseils des migrants à Barcelone, ici à Lisbonne aussi, mais nous avons aussi analysé le conseil des migrants de Sao Paulo, où les consultants ont été élus par les migrants. Donc, ce n'est pas les gouvernements locaux qui ont désigné ces personnes,
mais c'est la population, le peuple, les migrants qui l'ont fait. Et 50% plus 1 doit être des femmes. C'est pour garantir la participation des femmes dans tout le processus de prise de décision. Si on tient compte du message que l'on peut transmettre à partir de ce forum et de lutter contre cette vue comme quoi l'État doit un point de vue très contraire. Les propositions que nous présentons de créer un cadre dans les droits des migrants. Et nous voulons changer justement ce modèle. Il s'agit de reconnaître le migrant en tant qu'acteur de sujet politique avec ses droits et donc comme un participant de plus dans nos villes. On peut terminer maintenant, je pense, et on peut répondre aux questions. Merci à vous deux. Ça n'a pas été facile, franchement, avec l'interprétation, mais j'espère que le public a compris l'essentiel du message que vous vouliez faire passer. Et en fait, la transition, elle est vraiment parfaite parce que vous parliez de label. Et en Belgique, on a exploré aussi ce modèle d'action. Après, on a vu aussi ses limites parce que parfois, le label dit des belles choses, mais il faut bien vérifier. Après, contiene cosas muy interesantes, pero cuando se trata de aplicarlo, hay que... entre le label qu'on met en avant et puis vraiment les actions. Il faut vraiment beaucoup d'attention pour le suivi que ces labels peuvent avoir. Et donc là, on va passer en Belgique et je vais passer directement la parole à Corinne Legros et à Sidi Mohamed Talib Kheri, qui vont en fait échanger ensemble. Alors Corinne travaille aussi au CNCD 1111. Elle est active dans la province du Luxembourg, qui est une région de Belgique. Et elle a été impliquée dans une campagne qu'on a menée au CNCD 1111 ici, qui s'appelait Commune hospitalière. Et donc, c'est de ça qu'elle va nous parler, mais pas que. Et Sidi Mohamed Talberi, excusez-moi pour la prononciation du nom, va aussi nous faire part de son expérience parce qu'il a transité notamment par la Belgique et je pense que maintenant il est en Angleterre. Il est d'origine mauritanienne et il nous fera part aussi justement de son vécu par rapport au fait qu'il est passé par ces projets justement qui étaient mis en place par les citoyens et les citoyennes en Belgique. Et nous étions vraiment intéressés par le fait d'avoir son point de vue, en tout cas, sur cette expérience, en tout cas, qu'il a rencontrée sur son parcours d'exil. Je te laisse la parole, Corinne. Merci, Cécile. Je vais commencer par expliquer un peu le contexte de l'action et puis après, nous rentrerons dans un dialogue avec Sidi. Mon témoignage, en effet, il commence avec la campagne commune hospitalière qui est initiée en 2017 par le CNCD 1111 et qui est déployée en province de Luxembourg avec l'appui indispensable et efficace d'un partenaire associatif qui s'appelle le CRILUX, un centre régional d'intégration. Alors, une commune hospitalière est une commune qui, par le vote d'une motion, s'engage à améliorer l'information et l'accueil des personnes migrantes, quel que soit leur statut. Une commune hospitalière s'engage à son échelle pour une politique migratoire basée sur l'hospitalité, le respect des droits humains et les valeurs de solidarité. Sur les 44 communes qui composent notre province, 17 ont voté une motion plus ou moins complète en 2018. Par ailleurs, il faut savoir qu'en Belgique, depuis 2015, à Bruxelles, un mouvement citoyen est apparu. C'est la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Très vite organisée au départ de la capitale belge, un vaste réseau de familles hébergeuses, de citoyens chauffeurs ou logisticiens se met en place pour permettre à des personnes migrantes en transit de se reposer dans des familles belges. Plusieurs milliers de citoyens participent à ce mouvement de solidarité. La province de Luxembourg, où je vis, est relativement loin de la capitale. C'est également une province très grande et rurale. Pourtant, des familles commencent à cette période aussi à accueillir des personnes réfugiées.
C'est en juillet 2019 que le CNCD 1111 en province de Luxembourg est approché par des citoyens et des citoyennes qui se sont retrouvés en contact direct de personnes migrantes en transit. Ces personnes dorment dans les bois, aux alentours de l'autoroute, dans l'espoir de terre. Les citoyens et citoyennes se raccrochent à la campagne commune hospitalière et se posent plein de questions sur la situation des personnes migrantes, sur leurs droits en tant que citoyens de les aider, sur les droits des personnes migrantes, sur la motion votée ou non dans leur commune, et ce que ça implique ou non pour la commune. Très vite, avec d'autres associations constituées depuis des années au sein d'une coordination luxembourgeoise Asile et Migration, nous décidons de les soutenir, de répondre à leurs questions et nous leur proposons d'activer un processus d'interpellation citoyenne dans plusieurs communes concernées par la problématique. Certaines de ces communes sont en théorie hospitalières, c'est-à-dire qu'elles ont voté une motion, d'autres pas. Après avoir été acceptées par le bourgmestre, les interpellations se déroulent en séance publique d'un conseil communal, sans débat et sans vote. S'ensuit une réponse du bourgmestre et un droit de réponse accordé à la personne qui présente l'interpellation. Cela nous a permis de rendre visibles les préoccupations citoyennes pour le droit des personnes migrantes à bénéficier d'un accueil digne. On y présentait les différentes pistes de solutions pointées par les collectifs de citoyens, comme par exemple le besoin d'une zone neutre où les citoyens peuvent aider les personnes migrantes sans risquer d'être inquiétés par la police. Les besoins de répondre à une urgence humanitaire, les sortir du froid, du bois, leur donner accès à la nourriture, aux vêtements, à des douches, à la santé, à la chaleur humaine. Le besoin de permettre aux personnes migrantes d'être informées de leurs droits, notamment en matière de demande de protection à l'État belge, ou encore d'accès à des soins de santé. Enfin, le besoin aussi d'organiser l'information et la sensibilisation de la population pour le bien vivre ensemble, pour lutter contre le racisme, la peur, le repli sur soi. Au total, entre décembre 2019 et février 2020, ce sont 5 interpellations qui auront lieu. Un premier abri est ouvert dans une localité, puis un deuxième. Ce sont essentiellement des abris de jour au départ. Des reportages sont réalisés par les médias locaux, des informations aux habitants sont organisées, parfois avec l'appui des communes et parfois même avec la participation de la police fédérale. Ces abris mis en place en province de Luxembourg sont destinés aux hommes comme aux femmes, mais il est à noter qu'à Bruxelles, grâce à la plateforme citoyenne d'hébergement pour les réfugiés, un lieu d'accueil spécifique pour les femmes est mis en place qui s'appelle la Sisters House. Avec les citoyens, nous voulions inverser la narration, montrer le côté positif de l'accueil, redonner justice et une place aux personnes migrantes. Nous voulions rendre visibles ces conditions de vie et d'accueil indignes d'une société qui met en avant le respect des droits humains. Suite à ces différents remous citoyens, associatifs, politiques et médiatiques, des centaines de personnes ont rejoint les différents collectifs et s'organisent au quotidien pour la logistique. Cela dure encore aujourd'hui. Il est à noter qu'il existe en province de Luxembourg des collectifs qui n'ont pas fonctionné avec ce système d'interpellation citoyenne, mais qui se sont aussi activés dans des dialogues soutenus avec les pouvoirs locaux pour également arriver à organiser un accueil plus digne des personnes migrantes au sein de leur commune. Tous ces collectifs et avec le CRILUX, nous nous réunissons régulièrement pour se soutenir et échanger nos informations et avancer vers une société plus accueillante. Je vais maintenant donner la parole à M. Sidi Mohamed Talib Keri, qui est passé par la province de Luxembourg à cette période. Sidi, bonsoir et merci pour ta présence. Merci pour l'effort que tu vas faire de parler en français. Ce n'est pas ta langue maternelle. Tu es aujourd'hui arrivé en Angleterre, où tu as déposé ta demande d'asile. C'est l'aboutissement d'un long parcours. Et donc, ma première question, c'est
peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours depuis ton départ de Mauritanie en 2017? Pourquoi l'Europe? Par quel pays es-tu passé une fois arrivé en Europe? Bonsoir tout le monde, merci beaucoup. Tu as tout dit. Merci beaucoup. Le respect des droits des humains paraît important en Europe. J'ai passé par le Mali, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, Togo, Bénin, Niger et Libye. Libye, l'esclavage. Après l'Italie, l'Allemagne, France, Belgique. Maintenant, je suis à UK, Angleterre. Après l'Italie et l'Allemagne, tu as passé beaucoup de temps en France. Est-ce que tu peux nous y raconter ton expérience? Oui, c'était pas facile en France. Larry, c'était un peu dur en France, mais j'ai raconté partout des amis. Partout je trouve des autres personnes qui n'aiment pas les migrants. J'ai raconté tout. J'ai raconté des bons amis en France, mais les procédures elles étaient longues et j'ai attendu beaucoup. Après 3 ans, ils m'envoient une lettre pour me dire, explique encore un peu. C'était dur. Et quand j'ai essayé à faire le recours, l'avocate, elle dit qu'elle ne trouve pas mon dossier. C'était vraiment dur. C'est pour cela que j'ai décidé d'aller en Angleterre. Oui, tu me racontais quand on a discuté ensemble pour préparer cet atelier, que parfois tu avais rencontré des personnes qui étaient racistes, même parmi les fonctionnaires, sans pourtant le dire ouvertement. C'est ce que tu retiens finalement peut-être? Même parmi les gens qui travaillent dans les comment ils s'appellent, associations qui aident les migrants, parfois ils exploitent les migrants sexuellement. Mm-hmm. Et il y a même les gens qui sont pas vraiment gentils. J'ai vu tout. J'ai vu les hommes européens qui exploitent les femmes migrées. J'ai vu les femmes européennes qui exploitent les jeunes immigrés aussi, parce qu'ils sont des femmes, des Français, ils ont les papiers, ils connaissent les procédures. Elle a un appartement ou une maison. Lui, c'est immigrant, n'importe quoi il arrive, on peut les mettre à la porte. Tu me racontais que suivant le pays où tu es passé en Europe, il y avait différentes manières d'être accueilli. Parfois, tu devais trouver des endroits où dormir. Parfois, tu obtenais quand même un peu d'argent pour t'aider à vivre au quotidien. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, en Italie, j'étais dans un hôtel à une petite place qui s'appelle Amendolara. Ils sont vraiment racistes. Et l'hôtel, on était... Racistas, éramos 3. Y fue horrible, asqueroso. La comida asquerosa. En Alemania estaba bueno. Y estuvo bien porque nos daban dinero. Pero el problema del racismo, la violencia policial. Vamos en un pueblecito. Los alemanes muy cerrados. I spent 3 months in the village, and I have only seen one woman smile. And I asked her why she was smiling, and she said, I smiled because you're welcome, but it's the only one. Quand tu arrives sur le territoire, tout de suite, on te demande d'apprendre la langue. Oui, la langue qui est morte, la langue Dutch. Qui peut apprendre la langue allemande? Quelqu'un qui vient dans un pays qu'on ne parle pas l'allemand, comment il va apprendre une langue comme ça?
c'est important aussi. Parce qu'en France, au moins, ils acceptent si on parle en anglais. Et même, il y a des Français qui acceptent des autres langues, espagnol, italien, n'importe. Si le Français connaît une deuxième langue, il va accepter de parler avec. Mais l'allemand, non. Il connaît l'anglais, mais il dit non. Sprachen Dutch. Oui, c'est des sacrées expériences. Finalement, tu nous as dit qu'en France, tu avais essayé de demander une protection, de demander l'asile, et puis le fonctionnaire a laissé traîner pendant des années. Pendant ce temps-là, je pense que tu dormais dans des squats. Oui, j'étais dans la rue d'abord, beaucoup. Après, j'ai eu la chance de raconter des temps. Ils sont des révolutionnaires. C'est des gens qui vraiment voient le système. Ils sont contre le système. Ils veulent vraiment un changement. Et on a squatté dans une château de l'ordre à Nantes. On a squatté à Saint-Sive. Après, on a squatté de plusieurs places. Et j'ai rencontré après, quand les polices ils ont venu nous faire sortir, j'ai raconté des gilets jaunes aussi, qu'ils ont ouvert des squats qui s'appellent les MDP. Et j'ai eu les chances de raconter des bons amis là-bas aussi. Et finalement, tu as reçu ce courrier qui te disait, venez encore nous raconter. Ouais, après 3 ans d'attente dans les squats, dans les choses comme ça, parfois squat, parfois la rive. Tu t'es dit, moi, je vais essayer d'aller en Angleterre. Ah, et oui, tu es passé par la Belgique. Ouais, j'ai passé par la Belgique, j'ai passé par Bruxelles. À Bruxelles, j'ai rencontré des amis qui essayent à Neufchâteau. Arrivé dans les bois, j'ai rencontré Sabine. C'est quelqu'un qui est vraiment très solidaire, qui aide beaucoup. Et sa famille aussi. Après, j'ai rencontré Coralie, c'est une avocate. Et après, j'étais chez Vinciane et Christelle. Ouais. Et après, j'ai passé une semaine chez Christophe Van Goten. Il m'a pris pour 2 jours, mais j'ai resté une semaine. Et après, j'étais chez Annie, c'est la mère de Sabine. Et après, j'étais à Menigout avec des amis. Et après, j'étais chez Coralie, chez Florence Coros. C'est une femme qui est différente, qui fait tout, qui fait les choses qui... Moi-même, je demande pourquoi elle fait ça. Elle aide beaucoup. Elle travaille beaucoup pour les migrants. Elle m'a accueilli, elle m'a donné une chambre, elle m'a donné tout. Même j'ai senti que c'est comme ma sœur. C'est ma sœur. Ce que tu nous racontes là, c'est finalement que il y a une personne qui habite une ville à Neuchâtel qui t'a accueilli une première fois et qu'après, finalement, tu es passé de famille en famille dans dans ce lieu-là. Ouais, et j'ai oublié, c'est Evelyne qui m'a mené parce qu'on était dans les bois, les policiers ils ont venu de nous déranger. Et c'est Evelyne qui m'a pris pour amener chez Christelle et Vinciane. Et de là-bas, j'ai commencé à être accueilli dans plusieurs familles. Et ça a duré pendant combien de temps comme ça? 7 mois comme ça. 7 mois. Mais du coup, tu as eu la possibilité de vivre dans des familles belges. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qui t'a choqué peut-être? Ah oui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Les cultures, j'ai appris beaucoup le français et les cultures. J'ai appris beaucoup. C'était une bonne expérience pour moi. Ils ont aidé à apprendre comment les Belges vivent, la nourriture, les bières, beaucoup de choses. Tu n'en parles pas, mais quand on a préparé l'interview, tu parlais aussi des relations hommes-femmes qui étaient fort différentes
par rapport Ah oui, oui, parce que je à la viens dans un Mauritanie? pays fermé, une famille religieuse, on ne voit pas les femmes, même mes sœurs, je ne les vois pas toujours avec le voile. Et là, je me trouve avec une Européenne qui est différente, qui est libre, Ouais, c'était une Oui. expérience, mais ils sont vraiment gentils, ils sont très solidaires. Et puis tu es arrivé finalement à atteindre l'endroit où tu voulais aller, c'est-à-dire l'Angleterre, où tu es aujourd'hui. Ouais. Tu as demandé l'asile, hein, je crois, en Angleterre. Ouais, depuis le premier jour, j'ai demandé. Et finalement, qu'est-ce que tu rêves pour cet avenir? Là, j'ai les diplômes cassés. Je suis accueilli dans un ancien hôtel à Londres. Dans l'attente d'une réponse, j'ai envie de pouvoir vivre normalement, de travailler, d'être autonome financièrement, d'être libre comme tout le monde. Merci. Vivre normal. Merci Sidi pour ce témoignage qui est vraiment, je crois, très important et très intéressant, j'espère, pour les spectatrices et les spectateurs. Reste bien avec nous encore pour répondre à d'éventuelles questions qui t'arriveront. Avant de te redonner la main, Cécile, moi je voudrais aussi témoigner d'un autre niveau de relation entre les associations, les citoyens et les politiques, celui de la région wallonne qui gouverne la partie sud de la Belgique. En décembre 2019, les collectifs de notre province de Luxembourg ont été invités par des collectifs de la province voisine, celle de Namur. Ces collectifs sont actifs depuis plus longtemps qu'en province de Luxembourg. Une coordination wallonne se met en place. Cette coordination a l'ambition de réunir tous les collectifs citoyens à l'œuvre sur le territoire wallon. Il y en a une bonne trentaine. L'objectif est d'ouvrir le dialogue avec le gouvernement wallon pour arriver à terme à ce que des réponses structurelles soient développées à ce niveau de pouvoir pour le bien-être des personnes migrantes en transit. Car pour l'instant, ce bien-être passe par l'implication des citoyens au quotidien. Ce qu'ils font est précieux, mais c'est aussi très énergivore, très impliquant émotionnellement. Ce n'est pas aux citoyens de pallier indéfiniment au manquement de l'État, de nos États européens. Après une rencontre avec 2 ministres wallons en février 2020 et des discussions suivies et poussées, une circulaire sort et est envoyée en septembre 2020 à tous les bourgmestres de la région wallonne. Une circulaire, c'est une lettre qui contient une instruction ou une recommandation adressée par une autorité à des fonctionnaires pour les aider à appliquer correctement une législation ou une réglementation. Et pour le coup, cette circulaire incite les communes à concrétiser les engagements d'une commune hospitalière et donc à venir en aide à ces personnes en transit. Un mois plus tard, c'était à l'automne 2020, un subside exceptionnel est accordé aux collectifs citoyens pour les aider à mettre à l'abri les personnes migrantes en transit au temps du coronavirus. 3 associations coordonnent l'attribution des subsides avec le regard du politique. Et donc, en conclusion, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous sortons de l'hiver. L'hiver prochain va arriver vite. Où en serons-nous? Personne ne le sait. Mais il est un fait que les migrations pour raisons économiques, politiques, humanitaires, pour des besoins de recherche de liberté ou d'une vie meilleure ne se seront pas arrêtés à l'hiver prochain. Alors, vous l'avez entendu, il y a eu quelques réussites et ces réussites sont pour moi le résultat de plusieurs ingrédients. La rencontre entre les citoyens et les associations, l'utilisation de leviers démocratiques de dialogue avec le monde politique, le relais médiatique au niveau local qui objective l'information et la volonté de rassembler toutes les parties prenantes autour du projet, citoyens, associations, pouvoirs locaux et personnes migrantes elles-mêmes. Merci beaucoup. Merci Corinne et Sidi Mohamed pour vos interventions, vraiment. Je pense que c'est important de voir aussi l'évolution des projets, le contexte dans lequel ils s'inscrivent, mais surtout aussi de donner la parole vraiment à ceux qui ont vécu le projet
de l'intérieur qui ont été acteurs de façon directe ou plus indirecte, en tout cas, de ces projets. Et c'est pour ça que c'était vraiment important, et on aurait voulu d'ailleurs le faire plus, mais de donner vraiment la parole de façon équitable entre ceux qui parfois promeuvent le projet, ceux qui en bénéficient, mais comme Maurizio le disait, c'est important aussi que les personnes migrantes soient acteurs de leur propre devenir et vraiment une pensée politique et une action politique dans ce type de projet aussi. Je vais passer directement la parole, maintenant on part aux Pays-Bas. Et je vais passer la parole directement à John Tilborg et à son duo, dont je ne connais pas le nom et prénom à cette dame, mais je vois qu'elle est très souriante. John, en tout cas, est directeur du réseau INLIA aux Pays-Bas, et ce réseau est composé de différentes communautés religieuses qui viennent en aide directement aux personnes migrantes. Spécifiquement, je pense les personnes en demande d'asile et réfugiés, mais pas que. Aussi, je pense les personnes en situation parfois irrégulière. Et il va partager avec nous, en tout cas ce soir, son expérience en tant qu'ONG, en tant que réseau aussi d'ONG, mais je disais d'associations plutôt dont l'origine est religieuse. Mais l'idée, c'est vraiment de nous faire part de ce projet qui est assez connu aux Pays-Bas, qui s'appelle Bed, Bath and Brood, et qui est axé en fait sur l'accueil, mais aussi l'orientation des personnes migrantes par rapport à leur devenir, notamment celles qui se retrouvent parfois en situation irrégulière, et c'est de voir comment avec elles on peut trouver vraiment des solutions qui soient le plus positives pour elles par rapport à leur avenir. Et donc, voilà, je vous laisse la parole à tous les deux, et je m'excuse de ne pas avoir pu présenter madame, mais je ne connais pas son nom et son prénom. À vous. Tu as la parole, John. Okay, thank you very much. First of all, apologize. Merci beaucoup. Alors, je dois m'excuser. Breakdown over the power crash. During the other speakers, I had no screen at all, so apologize for that. Grand du tout, donc j'en suis vraiment désolé. Je pourrais peut-être commencer par présenter ma partenaire, c'est Rosie. Elle fait partie de l'organisation et elle est au bureau chez nous. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas son nom qui apparaît, mais le nom de l'organisation. Alors, j'aimerais vous présenter l'organisation. Nous sommes donc une organisation de foi. On travaille avec les communautés locales. Nous sommes un réseau et nous travaillons avec les demandeurs d'asile et les réfugiés en besoin. On ne va peut-être pas entamer la discussion de savoir quand quelqu'un a des besoins, mais aux Pays-Bas, une décision a été prise, une nouvelle loi a été promulguée où les gens qui ne sont pas dans une procédure de demande d'asile n'ont droit à aucune facilité du gouvernement. Si vous êtes débouté dans votre demande, vous allez devoir quitter le pays. Et si ce n'est pas possible, eh bien, on est tout simplement jeté dans la rue et ils n'ont aucun droit à rien. Pas de logement, pas de sécurité sociale, ils ne sont pas autorisés à travailler. Ils n'ont pas non plus de possibilité de survivre par eux-mêmes. En raison de cette situation, des milliers d'entre eux ont atterri dans la rue, sans soins, sans attention. Et c'est un véritable désastre humanitaire. Et on a été confronté à cette catastrophe. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'offrir un minimum d'abri. En 2003, on a eu 15 000 personnes qui se sont retrouvées comme ça dans la rue. Et pour répondre à tout le monde, c'était impossible. Donc, ce que nous avons fait,
On a fait appel aux ONG, mais aussi aux municipalités, aux gouvernements locaux. On leur a expliqué que c'était un problème qui nous était commun. C'était une catastrophe humanitaire, mais aussi dans les relations sociales. Il y avait beaucoup de problèmes à prévoir. Beaucoup de personnes se retrouvaient dans des situations très stressantes, sans aucune assistance. Et ce que nous essayons de faire, c'est de combiner les intérêts des ONG, des communautés religieuses locales et des municipalités, parce qu'on est tous frappés par cette politique nationale. Et pendant un certain temps, on a essayé de trouver quelles étaient nos responsabilités communes dans cette situation. Les ONG, les organisations d'église ont uni leurs forces contre ces dispositions du gouvernement parce qu'ils étaient vraiment tous touchés. Par ce système, on a fourni des facilités, des centres d'accueil d'urgence. On a créé un système où les autorités, les municipalités, les ONG se mettaient ensemble pour trouver des solutions. Par exemple, la possibilité de revoir leur demande d'asile, de voir pourquoi ils ne peuvent pas rentrer chez eux, pourquoi on est confronté à toutes sortes de blocages par les autorités, pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas être acceptés, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas accepter qu'ils ne puissent pas rentrer chez eux, parce qu'il y avait beaucoup de circonstances différentes, ils sont apatrides, ou peu importe. Et au bout du compte, on a eu la possibilité d'établir des liens entre nous. Et parfois, la municipalité offrait la possibilité aux organisations d'accueillir ces personnes, de leur trouver des endroits où loger, de veiller à ce qu'ils puissent vivre par eux-mêmes avec un minimum de revenus, fournissaient des soins médicaux. Et en fin de compte, ce problème a évolué dans une situation où aujourd'hui, on offre plus de 200 nuitées. Notre organisation, il y a beaucoup plus d'organisations qui le font aujourd'hui, mais rien que notre organisation. Et on offre non seulement un abri, on essaye aussi de trouver une solution pour que les gens puissent à nouveau avoir des perspectives dans la vie. Alors, ce n'est pas facile. Certaines personnes veulent bien, d'autres ne veulent pas, mais parmi les personnes qui le veulent, on a par exemple, à Groningen, on a 2 bateaux, des bateaux maison, où Rosie vit pour l'instant et où on essaye de trouver des solutions pour qu'ils puissent reconstruire leur vie. Ils n'ont plus de vie du tout lorsqu'il n'y a plus rien, plus de facilité, plus de sécurité sociale, plus aucune possibilité de survivre, d'avoir une maison, de se nourrir. Il n'y a plus rien n'est possible. Dans ce processus, ce que nous avons vu, c'est que on a trouvé pour beaucoup de personnes, pas pour tout le monde, mais on ne sait pas toujours ce que les dit, mais pour des centaines, chaque année, nous avons trouvé des solutions. Nous avons réussi à légaliser leur statut aux Pays-Bas et certains sont
régularisés, vivent aujourd'hui une vie normale. D'autres sont retournés au pays. On les a aidés à trouver des documents d'identité pour qu'ils puissent être reconnus comme un Somalien, par exemple. On a vu que les gens qui venaient de là-bas devaient être protégés, mais aussi on voulait leur offrir la possibilité de rentrer chez eux et de se réétablir dans leur pays ou dans un autre pays. Rosie est l'exemple qui s'est retrouvée dans une situation très, très compliquée. Elle ne peut pas rentrer dans son pays et elle ne peut pas rester ici. Et donc, pour elle, on est en plein combat avec le ministère de la Justice pour faire en sorte que Rosie ait au moins l'opportunité de prouver que quoi qu'elle fasse, elle ne pourra jamais quitter ce pays. Et donc, le seul moyen pour nous de résoudre son problème, c'est de veiller à ce qu'elle ait un permis de séjour avec un statut légal où elle pourra aussi vivre et travailler. Quels sont les résultats pour l'instant? Non seulement les municipalités, mais aussi les autorités locales ont accepté les résultats et voient les résultats comme une vraie possibilité d'utiliser le programme que nous utilisons dans tout le pays. Donc, dans les mois à venir, on va étendre ces facilités à tout le pays, ce qui veut dire que toute personne dans une position comme Rosie ou qui risque d'être déboutée ou qui ne peut pas rester ici, on va leur fournir les facilités nécessaires. Cela veut dire, ça ne veut pas dire qu'il y a une solution pour tout le monde, mais cela veut dire que tout le monde peut avoir un toit, un lit pour dormir et survivre. Ce n'est pas une manière facile de survivre, mais ils peuvent survivre, choisir la nourriture qu'ils mangent, marcher dans la rue sans avoir peur d'être arrêtés et détenus. S'il n'y a pas de délit au niveau pénal, et donc cela veut dire que l'année qui vient, nous espérons que dans toutes les municipalités du pays et les mêmes facilités qu'ici à Groningen, on a aidé 250 personnes comme Rosie et les gens arrivent, partent. Certains sont là longtemps, d'autres très peu de temps. La période pendant laquelle les gens restent chez nous varie et donc faire en sorte que on essaye de faire en sorte que leurs questions soient, qu'elles aient des réponses à leurs questions, qu'on passe par les avocats, médecins, etc. Donc voilà, maintenant Rosie, peut-être que vous pouvez raconter quelque chose à propos de votre vie. Bonjour John, bonjour tout le monde. C'est difficile pour moi aussi, comme John l'a dit, mais je vis au jour le jour. J'espère que la situation va s'améliorer. C'était très difficile, mais être ici aux Pays-Bas dans l'organisation à Groningen-Inlia, je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent, ils font de leur mieux, vraiment. Les gens sont très gentils, ils aident John, mais les autres dans l'organisation également.
Et là, aujourd'hui, j'attends. J'attends de voir ce qui se passe. C'était très difficile pour moi, pour d'autres personnes aussi ici. Et voilà, c'est difficile, mais je le vis au jour le jour. J'essaye d'être forte, mais parfois vous payez le prix. Et pour ce qui concerne l'organisation, c'est très bien. Ils me fournissent un lit, j'ai un toit, j'ai un peu d'argent. Il ne faut pas se demander ce qu'on va faire, où on va dormir. Avec la fondation, avec l'organisation, ici, ça fonctionne vraiment très bien. Ils font vraiment un travail incroyable. Ce n'était pas mon intention de te demander si on était bon ou pas bon. Rosie a été séparée de toute sa famille et la rue était sa seule alternative. Aucun soutien, à aucun niveau. Ce qui veut dire qu'il fallait survivre dans la rue. Et on voit que ça se passe partout en Europe. Et on voit toujours le migrant comme étant partie du problème, mais pas partie de la solution. Alors, au lieu de leur mettre de la nourriture dans l'assiette, il faut les responsabiliser et faire en sorte qu'ils puissent eux-mêmes choisir ce qu'ils mangent, les renforcer et faire en sorte qu'ils puissent travailler à l'avenir, à leur avenir. Alors qu'en ce moment, pour beaucoup de personnes comme Rosie, elle ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Mais si on se met tous ensemble, on peut voir comment remplir les conditions, travailler avec les autorités, trouver une solution. Et entre-temps, elle n'est pas en prison, elle n'est pas dans la rue. Et elle a vu certaines personnes quitter l'abri, quitter le centre, qui retournent vers leur pays d'origine. On les assiste, là aussi, du moins si la sécurité de leur retour est garantie. Et d'autres qui disent on ne veut pas attendre, on s'en va, on essaye ailleurs. On voit de tout. Personnellement, j'aimerais penser qu'en Europe, un jour, ce soit possible, comme en Belgique, à certains endroits, en Allemagne aussi, qu'ils vont essayer d'arriver à une situation où le migrant ou le réfugié est protégé par l'État et mettre fin à la situation parce que on se rend compte que les gens comme Rosie, bien, il y en a ailleurs en Europe et il faut trouver la possibilité de les héberger, de leur donner du travail, de leur offrir un avenir ou de leur trouver un endroit où ils puissent se réétablir. Voilà. Thank you very much, John. Merci beaucoup, John. I know your name. Merci, Rosie. Thank you very much for too. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je pense que maintenant, on va pouvoir plus échanger entre nous avec la salle, ou en tout cas avec les personnes qui sont restées avec nous jusqu'au bout. Juste avant de passer quand même la parole à mon collègue Flore qui va en effet poser les questions qu'il a vues apparaître dans le chat.
Je voudrais quand même passer la parole avant ça à une collègue de SB Overseas qui s'appelle Lisa, qui va en fait nous faire part de l'objectif de son association aussi en Belgique. Donc vous êtes basé en Belgique et notamment va intervenir en duo avec Ahmed qui a travaillé avec elle récemment. Merci beaucoup Cécile. Bonsoir à tous et merci beaucoup pour cette discussion vraiment très intéressante avec des intervenants absolument fascinants. Merci aussi aux participants de nous accompagner ce soir. Donc, je suis Lisa de SB Overseas. Nous sommes une ONG en fait travaillant au Moyen-Orient et en Belgique où nous développons des initiatives locales visant à améliorer l'intégration et l'inclusion des migrants et demandeurs d'asile. Ce soir, nous accueillons l'un de nos anciens bénévoles, Ahmed. Ahmed est originaire de Syrie et lorsqu'il est arrivé à Bruxelles en tant que réfugié, il a directement commencé à s'impliquer au sein d'initiatives locales. Pas seulement pour être aidé, mais aussi pour aider d'autres personnes dans sa situation, ce qui est particulièrement intéressant. Et c'est ainsi qu'Ahmed a commencé à travailler avec nous, d'abord au Parc Maximilien à Bruxelles, et puis ensuite dans les centres d'accueil et de transit, toujours à Bruxelles, où en fait il a aidé à développer des activités socio-culturelles qui ont été menées avec des jeunes et des mineurs non accompagnés dans les centres. Après avoir obtenu ses papiers, Ahmed a continué de participer à ces activités et c'est un excellent exemple en fait du pouvoir des initiatives locales et aussi de voir que ça peut contribuer à l'intégration et l'inclusion des demandeurs d'asile, mais dans les deux sens. Donc, c'est-à-dire que ça l'a aidé à s'intégrer au niveau de sa communauté locale, mais il a aussi aidé et il a aussi pu accompagner des autres jeunes en fait dans sa situation. Ahmed, je vais te donner la parole dans un instant. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de toi, de ton expérience en Belgique, de ton expérience aussi au sein de cette initiative locale et si tu as l'impression qu'elles t'ont aidé aussi dans ton parcours, s'il y avait certaines limites et voilà, tout ce que tu souhaiterais partager avec l'audience aujourd'hui. Je te donne la parole. Je ne sais pas si tu vois le bouton pour te unmute. Oui. Parfait. Oui, je vous attends. Merci Lisa, merci pour m'introduire. En fait, désolé pour mon français parce que je suis arrivé en Belgique depuis 5 ans. Et quand je suis arrivé, j'ai rencontré Luma, qui est les responsables de l'organisation SB Overseas. Et quand j'ai lui rencontré, j'ai déjà commencé avec eux pour aider les gens. J'ai toujours on fait toujours beaucoup d'activités en parc Maximilien ou aussi, par exemple, quand on voit les 12e mains ou les trucs au Liban. Et après, parce que j'ai toujours fait des trucs avec eux, mais parce que mon langue, c'était pas très, très bien, donc j'étais seulement pendant quelques jours avec eux, mais après, j'ai travaillé, comment on dit ça, tous les jours avec eux quand j'ai amélioré mon français parce que c'était comment on dit ça, avant en Syrie, j'ai aussi travaillé dans la même pour, comment on dit ça, comme quand j'ai aidé les gens, quand on a fait ça, j'ai m'intégré plus vite que peut-être que l'autre. J'ai aussi rencontré beaucoup de gens qui ont aidé. Aussi, j'ai fait beaucoup de relations avec les gens. Donc, c'était vraiment très, comment on dit ça, très, une expérience qui est extraordinaire pour moi. J'aime bien. Et maintenant aussi, j'ai ouvert comment on dit ça, mon magasin. Donc, c'était le travail de moi. Donc, je suis maintenant très happy, très j'ai oublié les mots en français parce que il y a beaucoup de langues que j'utilise.
Et je ne sais pas s'il y a une autre question, Lisa, j'ai oublié parce que... Non, c'est très bien. Donc, peut-être, oui, que tu peux un petit peu nous parler donc, de où tu en es aujourd'hui et peut-être ce qui t'a vraiment aidé à en arriver là, les personnes que tu as rencontrées ou les expériences que tu as vécues et aussi peut-être ton expérience ou les conseils que tu aurais donnés aussi à des personnes qui sont dans ta situation ou peut-être en situation encore plus précarisée à l'heure actuelle, par exemple ceux qui n'ont pas encore obtenu leur papier. Si tu as des conseils ou des expériences à partager avec eux. En fait, les conseils, je pense, par exemple, quand tu aides les gens, parce que, en fait, tu rencontres beaucoup de gens, que tu vois beaucoup de gens, donc c'est toujours, comment on dit ça, tu aides et il y a des gens qui vous aident. Donc, il y a toujours il y a toujours l'extérieur. Donc, c'est très bien. Donc, pour les gens qui sont sans papier, qu'ils sont sans, je lui dire peut-être parce que ici en Bruxelles, il y a beaucoup d'organisations, donc c'est très utile pour aller là-bas, parce que aussi parce que pour moi aussi, quand je fais quelque chose que j'aime, c'est aussi par exemple, si je travaille en autre chose, dans une autre section, peut-être que je n'ai pas préféré, j'ai pas aimé parce que il n'y a pas quelque chose qui me donne de sourire, de happiness. Donc, quand tu aides les gens, aussi si tu as des difficultés avec ta vie, ou tu te souviens la vie en n'importe quel pays que tu viens. Par exemple, parce que moi, je viens de Syrie et j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie avant. Donc, c'était toujours très difficile de vivre sans aider les gens. Donc, comme ça, peut-être j'ai oublié ma vie là-bas. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Lisa, tu voulais ajouter quelque chose? J'entendais l'interprète en même temps, mais il me semble que c'est réglé. Merci Ahmed, merci beaucoup de nous accompagner ce soir. Merci à vous deux. Donc voilà, maintenant, merci en tout cas à tous les intervenants. Vous étiez nombreux, je pense que les témoignages étaient riches, différents, chaque fois selon le contexte national et selon la personne évidemment qui s'exprimait et le rôle qu'elle a pu avoir dans le projet dont elle parlait. Je tiens vraiment à m'excuser pour la mauvaise qualité technique, en tout cas de l'interprétation dans les 3 langues. On a vraiment essayé de faire notre mieux en coulisses pour essayer de régler ça au mieux, mais voilà, on ne maîtrise pas tout et la technique parfois nous fait des tours. Mais donc voilà, je vais passer la parole directement. And now going to give the floor to et qui a eu l'attention de noter toutes vos questions. Je te laisse la parole. Okay, merci Cécile, bonsoir. Bonsoir tout le monde et aussi de ma part un grand merci à tous les intervenants. C'était vraiment intéressant ce que vous avez apporté aujourd'hui. Donc j'ai noté en fait 2 questions dans le chat. Donc je vais tout de suite prendre la première question qui est adressée à Serena de Amala projet, une question de Lisa, et donc la question est-ce que les autorités nationales, donc les autorités nationales italiennes, s'intéressent à votre modèle et avez-vous la chance de faire un travail de plaidoyer pour la réplication de votre projet à travers de l'Italie? C'est ça la question.
Merci beaucoup pour cette question qui est très intéressante, me permet un peu mieux expliquer un fonctionnement sur lequel j'étais un peu vite au moment de la présentation. En fait, les centres d'accueil des migrantes des Camini, c'est un SIPROIMI, donc ça veut dire que c'est un projet qui fait partie du ministère, qui est réalisé par le ministère de l'Intérieur italien. Le ministère de l'Intérieur italien fait des appels à projets aux mairies qui veulent répondre et veulent créer des centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou réfugiés. Ça, après, il y a des différences aussi. Et les mairies qui ont gagné l'appel à projet du ministère peuvent décider si gérer directement les centres d'accueil ou les faire gérer par une coopérative, comme c'est dans notre cas. Donc, on a des règles à respecter, on a un fonctionnement qui c'est assez strict, mais la créativité qui a été mise en place, le fait de ne pas avoir un centre d'accueil dans le sens des centres, mais d'avoir une auberge diffusée à l'intérieur du village et créer beaucoup plus d'interactions et d'activités pour le travail et vraiment une dynamique de communauté. Donc, on est en contact continu, on est en contact tous les jours, en fait, avec le ministère de l'Intérieur qui envoie et décide d'envoyer des personnes qui ont le droit d'être dans les centres. Après, l'attention, elle dépend vraiment beaucoup du gouvernement à ce moment-là. Donc, à un certain moment, il y a une attention positive. Je pense notamment, il y a 4 ans, le président de la coopérative a été invité à une table à discuter autour de la qualité, de l'excellente qualité d'accueil, en particulier des citoyennes syriennes. Parce qu'en Italie, dans tous les autres centres d'accueil au lieu, la permanence des citoyennes syriennes était très courte, alors qu'ici, c'était beaucoup plus longue et c'était beaucoup plus efficace. 4 ans après, avec le gouvernement Salvini, on nous envoyait continuellement des sollicitations, essayer de clôturer les projets pour chaque famille, d'aller vite, de les faire sortir. Donc, le dialogue dépend aussi beaucoup de qu'il y a au gouvernement. Mais nous, on reste quand même un projet qui dérive, en tout cas, les financements et les règles sont du ministère de l'Intérieur. Après, nous, on est dans une phase où on a vraiment envie de diffuser ces modèles et de l'exporter, pas seulement en Italie, mais en Europe. On le fait grâce à des chercheurs, par exemple, qui viennent ici, qui font leur thèse, autant en architecture qu'en sciences infirmières. Et nous, on mise vraiment beaucoup sur les chercheurs, sur les personnes qui viennent d'autres associations et un grand réseau, pour pouvoir apprendre ensemble et aussi apprendre à regarder ce qu'on fait avec un petit peu de recul, ce qui est indispensable pour créer un modèle. Ok, merci Serena pour cette réponse. Je vais tout de suite à la deuxième question qui est de Urash Salia et qui est aussi adressée à Serena et aussi à Maurizio. Et donc, c'est une question sur le soutien linguistique. Donc, la question est la suivante. Quelles sont les politiques mises en place par l'État italien afin de promouvoir le maintien et l'attachement des enfants migrants à leur langue et culture d'origine? Donc, c'est par une préoccupation que c'est le maintien de l'attachement à la culture et la langue d'origine qui est quand même importante et cruciale pour construire l'identité, une identité italienne aussi. Donc, je ne sais pas qui de vous deux veut adresser cette question, Serena. Je commence peut-être à répondre et après Maurizio va m'aider si j'oublie quelque chose. Il y avait aussi un autre commentaire un peu plus haut. C'est vrai que l'importance de la langue maternelle, moi je parle là comme docteur en psychologie transculturelle, est fondamentale. Et ça a été tout au long des vagues d'immigration en Europe une question cruciale. Je pense aussi, peut-être je me trompe, que ça vient d'un point de vue de quelqu'un qui a pu vivre ces sujets en France ou dans d'autres pays. Moi, je parle de la France parce que c'est un pays que je connais mieux,
où il y a vraiment une pression, véritable pression, à l'intérieur des écoles aussi que dans le reste de vie civile, à effacer le plus possible des signes religieux autant que des langues pour pouvoir devenir le plus vite possible citoyens français sans aucune différence. Donc, ça, c'est vraiment un cas français. En Italie, on n'a pas ça. Il n'y a pas vraiment cette force qui puisse vers une intégration linguistique le plus vite possible. Il y a tout à fait un pluralisme linguistique qui est permis, qui est considéré. Et les supports linguistiques, par contre, de plus en plus, et encore une fois, grâce au développement des sciences humaines autour de cette question, dans les écoles, autant que dans les mairies, dans certains hôpitaux aussi, il y a de plus en plus la présence des médiateurs culturels et linguistiques de différentes langues, de différentes origines. La médiation linguistique à l'école, c'est quelque chose qui est en train de se développer depuis 10 ans. Dans les hôpitaux, il y a tout un courant qui supporte, par exemple, les personnes âgées ou dans les soins palliatifs avec des espaces religieuses et linguistiques à l'intérieur des hôpitaux. Donc, ça s'est fait plutôt par les biais du développement des sens de la théorie. Mais d'un point de vue des politiques nationales, il n'y a pas quelque chose ni contre, ni pour. Il y a une façon différente de faire les choses. Ok, merci Serena. Maurizio, tu veux encore ajouter sur ça? Non, je pense que les explications étaient assez complètes. Juste pour dire que, en fait, nous, on offre des cours de langue parce qu'on voit qu'il y a des difficultés dans le sens que c'est une manière pour se confronter avec la réalité. To confront yourself with reality. Attends, j'ai la traduction dans les oreilles, pardon. Je ne sais pas pourquoi. Oui, il y avait la traduction anglaise, mais continue. Okay. Pardon. En fait, parce que c'était une difficulté réelle du quotidien pour les réfugiés, les migrants avec lesquels on travaille. Voilà, donc par exemple, quand ils vont postuler pour un appartement, quand ils vont postuler pour un travail, etc. D'avoir for an apartment, they look for a job. They need that linguistique pour se défendre aussi, parce qu'il y a un racisme institutionnel qui passe aussi à travers la langue. Donc, nous, on comprenait ça et on offre le cours de langue. Après, toute la question sur le maintien de l'identité, la culture et la langue d'origine, bien sûr, c'est hyper important, mais ça ne rentre pas pour nous en tant que association ou mouvement social et politique dans de radar immédiat. Je dirais ça aussi parce qu'en fait, je voulais souligner, nous, on est une association qui travaille qu'avec des bénévoles. On n'a pas de financement public, on n'a rien, on n'a pas de sous pour développer des projets comme ça. Donc, voilà. Ok, merci Maurizio. Je pense que je n'ai pas vu des autres questions dans le chat. Il y a encore juste une remarque de Sidi qui propose, en partant de toute cette pratique de terrain, peut-on se connecter et créer un réseau transnational qui s'appellerait Bienvenue aux étrangers, par exemple, il y a ce week-end. Donc, je pense que c'est un peu ça qu'on a voulu faire aujourd'hui en partant de toutes ces expériences qui existent dans tous ces pays pour nous inspirer tous. Et je pense, je laisse maintenant la parole à Cécile pour clôturer la session. Oui, merci. C'est vrai que le temps s'écoule. Donc, en fait, Sidi me permet de faire le lien avec la suite. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment essayé de mettre ensemble différentes expériences, voilà, dans différents pays, différents types de projets qui ont pu se développer, mais toujours évidemment des projets qui se sont développés par rapport à des carences, en tout cas de l'État qui ne prenait pas tout un ensemble de personnes en charge, en tout cas, ou qui, même si parfois elle les prenait en charge, ne les impliquait pas en tout cas dans leur devenir. Et c'est vraiment sur les citoyens et citoyennes au niveau local que les choses ont bougé. Et donc la suite, en fait, c'est que nous, on va essayer de rassembler toutes les idées qui ont circulé aujourd'hui. Et toutes ces idées, on va en fait les mettre dans ce qu'on appelle les assemblées de convergence du Forum social européen Migration. Et dans ces assemblées de convergence qui vont avoir lieu le 23 et le 24,
sur base de tous les inputs qu'ils vont recevoir, de tous les ateliers qui auront été autogérés, ils vont en fait, ils et on va ensemble faire émerger peut-être des mobilisations communes, justement sur les différents axes du Forum social européen, et en tout cas une déclaration commune qui montrera un peu le cadre dans lequel on a envie d'évoluer et dans le cadre dans lequel on voudrait que les politiques migratoires en tout cas évoluent, pas simplement au niveau de l'accueil, mais vraiment sur d'autres sujets. Et donc ça, c'est un petit peu les suites. Donc si vous voulez être tenu au courant des suites, en tout cas, que pourrait avoir cet atelier, je vous invite vraiment à suivre les assemblées de convergence du forum qui ont lieu le 23 et le 24, et également de suivre l'assemblée de clôture qui a lieu le 26. Tout ça est public, et ce sont évidemment sous forme de webinaire virtuel, mais également après, sur la page notamment du CNCD 11-11-11, on vous mettra un petit peu les suites justement qu'ont donné ce Forum social européen, quelles sont les grandes mobilisations qui ont émergé, et vous pourrez aussi accéder au manifeste qui rassemble justement, comme j'expliquais, les grandes orientations dans lesquelles les mouvements sociaux européens veulent s'engager. Donc ça, c'est vraiment pour le suivi. Pourquoi pas un réseau, Sidi, on verra, mais je pense que c'est plutôt les idées que j'ai entendues, en tout cas circuler, étaient notamment par rapport aux travailleurs et travailleuses sans papier, une idée de mobilisation et de grève générale, en tout cas au niveau européen, qui pourrait mettre en évidence justement les carences et les alternatives qu'il faudrait mettre en place par rapport à ces personnes. Je ne voudrais pas conclure sans vraiment remercier tous les participants du panéliste. Vraiment, merci d'être restés jusqu'au bout, d'avoir répondu aux questions, d'avoir fait part de vos projets. Remercier les interprètes qui n'ont pas eu facile aujourd'hui. En tout cas, la technique ne les a pas aidés. Et évidemment aussi remercier les co-organisateurs et mes collègues qui nous ont permis de mener à bien ce séminaire. Et donc, je vous remercie, à bientôt, et n'hésitez pas en tout cas à suivre vraiment les mobilisations et les écrits qui vont émerger de ce Forum social européen. À bientôt.